Le travail permet l'indépendance financière. L'indépendance financière permet de choisir sa vie, permet d'être libre, de rester dans un mariage ou de quitter ce mariage si ce mariage ne nous convient plus, voire qui nous met en danger, ce qui peut arriver, on l'a vu. C'est la clé de tout, l'indépendance financière. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre interview influence avec Anne-Cécile Sarfati. Bonjour. Bonjour Anne-Cécile. Alors Anne-Cécile, aujourd'hui vous êtes la fondatrice et vous avez dirigé la société de conseil Actuali. Vous avez également travaillé pour différents magazines féminins comme Biba et Elle, où vous avez été d'ailleurs la rédactrice en chef. Et puis vous écrivez aujourd'hui des livres, dont le livre que vous avez écrit en 2011 qui s'appelle Femmes au travail, ce qu'il faut savoir mais qu'on ne vous dit pas. Donc je commencerai par vous poser cette première question. Quel a été l'objectif lorsque vous avez écrit ce livre ? L'objectif, c'était de donner aux femmes des clés de la réussite en entreprise, qui sont des clés très différentes de récompense et de réussite que celles qu'on connaît pendant nos études secondaires et supérieures. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiante ou quand vous êtes une élève, si vous êtes très bonne élève, très sérieuse et tout ça, vous êtes récompensée. En général, les profs le remarquent et vous distinguent avec des récompenses, des bons points, tout ça. En entreprise, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En entreprise, en fait, si vous demandez rien, vous n'avez pas. Même si vous êtes excellente, même si vous avez des super bons résultats. Donc, en fait, il y a des tas de choses qu'il faut savoir, des tas de règles non écrites qui sont un peu faciles pour les hommes parce que le monde du travail a été fait par les hommes pour les hommes et obéit en fait à des règles de récompense et de compétitivité aussi, qui sont très liées à l'éducation des petits garçons versus l'éducation des petites filles. Donc, en fait, les hommes spontanément savent être dans la conquête, ils savent demander, ils savent s'affirmer aussi. S'affirmer et tout ça, alors que souvent, nous, on hérite d'une éducation où on est plus en retrait, où on est plus bon élève, on a peut-être un peu moins confiance en soi. Et donc, tout ça, c'est très pénalisant dans le monde du travail. Voilà. Oui, on doit donc, faire tout ce qu'on nous dit de faire. Ouais. C'était un peu le but de ce livre. Et voilà. Et aussi le but des forums Elle Active que j'avais créé pour le magazine Elle il y a 10 ans aussi. Et qui était destiné à justement donner tous ces tips aux femmes, mais pas seulement, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que mon action, à travers mes livres, à travers mes forums, était une action qui visait finalement à mettre les difficultés rencontrées par les femmes au travail sur elles et justement les rendre responsables de ça. C'est pas seulement le cas. Les femmes et les hommes sont pris dans un système macroéconomique qui les dépasse. Et donc, bien sûr, on a des marges de manœuvre individuelles, mais il y a aussi tout un écosystème qui doit progresser. Donc, les entreprises doivent progresser vers plus d'égalité. Les services publics sont encore insuffisants pour permettre aux garçons comme aux filles, aux hommes comme aux femmes, de être à la fois des super professionnels et des parents et avoir des vies personnelles et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de progrès encore qui restent à faire pour arriver à l'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, je suis beaucoup en train d'y retravailler sur ce sujet-là, puisque je suis en train d'écrire un livre sur les couples à double carrière, et donc qui va sortir fin septembre. Et donc, voilà, je suis à nouveau dans ce sujet des inégalités professionnelles et aussi des inégalités domestiques, parce que en fait, le couple, on rentre dans l'intimité des couples et les inégalités professionnelles prennent leur source, en fait, dans les inégalités domestiques. Voilà. Et pour vous, c'est la faute de la société, c'est la faute des hommes si la femme les valeurs de la femme ont été inculquées au fait qu'elle devait rester à la maison, s'occuper des enfants, et que si elles travaillaient et qu'elles avaient une carrière, elles étaient vues comme des femmes qui ne s'occupaient pas de leurs enfants ?
Bah, je pense pas qu'il faille parler en termes de faute, en fait. Je crois que c'est comme ça. C'est juste l'histoire des hommes et des femmes qui est comme ça. Voilà, on charrie des millénaires de patriarcat qui fait que la société était organisée comme ça, avec les hommes vers l'extérieur pour rapporter l'argent et les femmes à l'intérieur pour élever les enfants. C'est tout simple. Vous avez probablement l'impression dans votre génération que ça bouge, oui. Mais malheureusement, on se rend compte dans les chiffres que dès qu'il y a un enfant qui arrive, voire 2 enfants, voire 3 enfants, alors là, les inégalités recommencent et se reproduisent. Donc, dans la population des diplômés, je suis stupéfaite de ce chiffre que j'ai appris très récemment, en fait. Parce que jusqu'ici, les études sur les inégalités professionnelles ont été faites toutes personnalités confondues. Mais là, il y a 3 ans, une étude a été faite qui a introduit la notion du diplôme dans les inégalités. Et en fait, chez les personnes diplômées, les femmes diplômées à bac plus 3 et plus ont des revenus inférieurs aux hommes de 43%. C'est pas les 20 petits pourcents qui sont déjà monstrueux, hein, dont on parle, c'est 43%. Donc, si vous voulez, voilà, donc on n'est pas encore arrivé à l'égalité. C'est aussi un vrai gâchis en termes de croissance potentielle, parce que des tas d'études ont montré aujourd'hui, des études qu'elles soient françaises ou internationales, que plus d'égalité professionnelle à tous les niveaux dans l'économie générerait un bond de chiffre d'affaires pour les entreprises et même de bénéfices d'ailleurs qui peut aller jusqu'à 20%. Et voilà, il y a encore d'autres chiffres qui sont dingues, qui montrent à quel point il y a une corrélation importante entre voilà, se soucier de l'égalité professionnelle et la croissance économique des pays. Mais donc, ça veut dire que pour vous, l'émancipation des femmes, ça doit passer par le travail principalement? Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que, évidemment, que le travail permet l'indépendance financière. L'indépendance financière permet de choisir sa vie, permet d'être libre, de rester dans un mariage ou de quitter ce mariage si ce mariage ne nous convient plus, voire qui nous met en danger, ce qui peut arriver, on l'a vu. C'est la clé de tout, l'indépendance financière. Mais je vais même plus loin que ça, même dans un couple égalitaire, c'est très important d'avoir une indépendance financière et d'avoir une autonomie professionnelle parce que, bah voilà, vous êtes plus affirmé quand vous avez votre propre existence plutôt que quand vous vivez un peu par procuration via vos enfants ou votre mari. Donc vous trouvez que comparé à avant, aujourd'hui, il y a une vraie évolution là-dessus? Tant quand même beaucoup plus des femmes, que ce soit elles qui soient en charge de la famille, des enfants et tout ça. J'ai une de mes jeunes collaboratrices de Elle qui vient d'accoucher. Et donc, elle m'a raconté récemment, je la cite dans mon livre parce que vraiment je suis horrifiée, c'était donc là, en 2021, que elle a d'abord eu des pressions sur elle à la maternité pour allaiter son enfant. Elle ne souhaitait pas l'allaiter, parce qu'elle souhaitait donner le biberon pour pouvoir partager avec son mari les biberons la nuit et tout ça. Et donc, elle ne souhaitait pas allaiter son enfant, voilà. Bon. Donc, elle a eu des pressions. On lui a dit, en fait, il faut que vous allaitiez parce que ça va protéger votre enfant contre le Covid. Il paraît que c'est scientifiquement totalement absurde. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a cherché une place en crèche. Et on lui a dit, mais madame, vous n'allez pas prendre votre congé pathologique. Vous savez que quand vous êtes enceinte, vous avez le droit à un congé de maternité. Et puis, au bout de 3 mois à peu près, vous pouvez rentrer au bureau si vous vous sentez bien. Et puis, si vous vous sentez mal ou que vous êtes trop fatigué encore, vous avez le droit de prolonger je crois que c'est une quinzaine de jours. Je n'ai pas les détails exacts. Elle se sentait bien, donc elle a décidé de retourner au bureau. Et donc, la directrice de crèche lui a dit « Mais il faut que vous preniez vos congés pathologiques, etc. etc. » Bon, c'est bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un côté, si vous ne les prenez pas, vous n'êtes pas une bonne mère. Chez elle, vous vous êtes senti coupable de Non, pas du travailler? tout. Pas du tout. Alors là, justement, chez elle, moi, j'ai trouvé que c'était génial d'avoir des enfants et de faire ma carrière à elle. Parce que d'abord, avant d'être à elle, j'étais avocate dans un cabinet de droit des affaires. J'ai ça comme formation au départ. Et bon, c'était une formation que j'ai fait un peu par conformisme familial, parce qu'il y avait beaucoup d'avocats dans ma famille. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un gros cabinet d'avocats de droit des affaires, très à l'ancienne, où quand je partais à 19h, on me disait « Tu prends ton après-midi ?»
C'était quand même très sexiste comme ambiance et tout ça. Dès que vous aviez un enfant, on vous regardait de travers, enfin que vous étiez enceinte, vraiment, voilà. Ça existe encore, hein. Il y a encore des cabinets qui se conduisent pas bien par rapport à la grossesse de leurs collaboratrices. Mais Et pourquoi? Parce que... vraiment par inadaptation à la société d'aujourd'hui. Donc non, il y a encore beaucoup de retard dans certaines professions, mais toutes les professions ne sont pas comme ça. Quand je suis arrivée à Elle, bon, entre-temps, j'ai fait voilà, ma reconversion professionnelle et tout ça, mais quand je suis arrivée à Elle, j'avais déjà 2 petits garçons. Et donc, j'ai été stupéfaite de la différence d'organisation du travail qui n'avait pas été pensée, mais le simple fait d'être dans une organisation du travail faite par les femmes pour les femmes générait une organisation qui aujourd'hui paraît assez classique finalement avec le télétravail et tout, mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Elles ne s'en rendaient pas compte, hein. Pas du tout, parce qu'elles avaient juste organisé leur travail comme ça, les femmes qui travaillaient à elles. Mais en fait, on n'avait pas de présentéisme, pas d'obligation de présence physique, sauf bien sûr à certaines réunions. Voilà. Vous pouviez rendre vos articles en les envoyant par fax à l'époque. Enfin bon, bref. Quand vous aviez un enfant malade, on vous disait mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison, t'en occuper si t'as envie. Enfin voilà, bon. Donc c'était vraiment quelque chose de très surprenant pour moi. Elle voyait pas du tout la différence. Enfin, elle pensait que tout le monde travaillait comme elle en fait, mais pas du tout en fait. Et donc oui, j'ai beaucoup aimé travailler pendant que mes enfants étaient petits dans une organisation féminine, c'est vrai. Après, il faut pas surestimer non plus le côté travail entre femmes. Moi, je pense que ce qui est bien aussi, c'est la mixité. Parce que ça a aussi des inconvénients de travailler entre femmes. Justement, on manque un peu voilà, du regard des hommes. Voilà, il y avait quelques hommes, mais vraiment, ils étaient si rares que franchement, ils pesaient pas très lourd. Oui, mais après, comme c'est un magazine féminin en Oui, soi, oui, c'est moins peut-être, mais dérangeant. c'est vrai, vous avez raison. On vendait, entre guillemets, un produit pour les femmes, mais... Je doute que peu d'hommes comptaient l'acheter. Mais si, détrompez-vous, parce que un tiers des lectrices de Elle sont des lecteurs. Donc non, détrompez-vous. On avait beaucoup de lecteurs. Donc c'est pour dire que voilà, c'était un cas particulier d'être dans une organisation faite par des femmes pour des femmes. Justement, sur ce sujet, il y a encore aujourd'hui beaucoup de métiers comme la finance, le sport, où quand une femme a très bien débuté sa carrière, elle a des jobs... qui sont quand même d'un grand niveau pour leur âge, souvent on leur demande est-ce qu'elles comptent d'avoir des enfants, et si oui, comment elles vont faire? Est-ce que du coup elles vont devoir arrêter de travailler? Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir des enfants plutôt très jeunes ou plutôt très tard, ou de l'avoir pendant, ça peut justement être un problème? En fait, vous pouvez pas planifier vos enfants comme un plan de carrière. Voilà. Donc, c'est une des questions que j'ai traitées dans mon livre sur être femme au travail, bien sûr. Et je me souviens d'une grande patronne française qui m'avait dit il faut avoir ses enfants soit très tôt, soit très tard. Alors, très tôt, c'était parce que vous n'êtes pas encore totalement indispensable dans l'organisation, donc vous êtes facilement remplaçable pendant les congés de maternité, etc. Et très tard, ça veut dire vous êtes justement suffisamment monté dans la hiérarchie, vous avez suffisamment de responsabilités, d'autonomie sur votre emploi du temps, Ouais, pour pas qu'on vous le reproche. Ouais. de moyens financiers aussi pour vous aider avec des gardes d'enfants et tout ça. Voilà, sauf que tout ça, c'est bien joli, mais la vie, c'est pas ça en fait. Vous savez, moi j'ai 3 enfants, je me suis dit... à chaque fois, si j'y réfléchis trop, je les fais pas parce que c'est trop compliqué, parce que voilà. Et en fait, il faut les faire parce que c'est ce qu'on fait de mieux dans la vie quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une période qui est compliquée dans la vie professionnelle, qui est entre 30 et 40 ans, puisque c'est la période où on vous demande tout. Où on vous demande la réussite professionnelle et aussi la réussite familiale, enfin la mise en place de votre famille. Donc les femmes sont un peu pénalisées là-dedans. Et alors moi, ce que je leur donne comme conseil, c'est pas moi qui le donne d'ailleurs, c'est une experte internationale du travail que j'aime beaucoup qui donne des super bons conseils, c'est qu'avec l'allongement de la durée de la vie, en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas cartonné avant 40 ans que vous n'allez pas pouvoir le faire à partir de 40 ans. Vous faisiez partie des 40 femmes les plus inspirantes en France. Vous trouvez-vous inspirante ? C'est pas tellement à moi de dire ça en fait, parce que
c'est un peu gênant, si vous voulez. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été super fière et contente d'être dans cette sélection et que si je peux inspirer ou transmettre à des femmes plus jeunes le fait que c'est possible, en fait, de garder une ambition, de ne pas lâcher son ambition professionnelle, ni familiale, ni de couple, alors ce sera génial parce que voilà, je le crois sincèrement. Toute ma vie professionnelle est tournée vers ce message-là. Même si, alors, en essayant aussi de ne pas écraser et de pas cacher non plus les difficultés que j'ai pu rencontrer, les fragilités qu'on peut ressentir à certains moments. Voilà, l'idée n'est pas du tout de renvoyer un modèle de moi écrasant et inaccessible. Au contraire, je pense que ce qu'il faut montrer, en fait, pour aider les plus jeunes femmes, c'est qu'il y a des jours qui sont catastrophiques dans la vie. Il y a des jours où on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Il y en a un qui est malade, il y a cette grosse présentation à faire pour le travail. Mon mari, bien évidemment, n'est pas disponible parce que son métier est plus important que le mien. Enfin, bon, bref, des choses qu'on peut se dire là, qui sont pas forcément justes d'ailleurs, Oui, qu'on mais entend souvent. Ouais. mais qu'on entend souvent, etc. Et ben oui, il y a des jours qui sont catastrophiques, mais demain est un autre jour. Ça, il faut vraiment le transmettre. C'est-à-dire que voilà, tu as des jours catastrophiques, puis le lendemain, ça va mieux. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a une lumière au bout du tunnel, et voilà, et ça s'arrange. Et heureusement d'ailleurs que la vie est comme ça. Il faut faire attention, en fait. Nous, les femmes, on a un peu tendance, quand on est vraiment dans la galère, à généraliser tout. Les hommes sont plus... voilà, quand ils ont un échec, les hommes, en fait, souvent, ils le vivent comme un échec sportif. Donc, voilà, j'ai raté cette fois-ci, j'ai pas réussi, je recommencerai demain et ça ira mieux. C'est eux qui ont raison. Il faut vraiment qu'on fasse comme ça. Nous, on a parfois un peu la tendance à dire, oh là là, mais je suis une catastrophe internationale. Je suis nulle, etc., etc., parce que j'ai raté un truc. Bah non, en fait, la vie, c'est pas comme ça. Et pourquoi les femmes Bah pensent voilà, comme c'est ça? toute l'éducation, voilà, c'est le manque de confiance en soi, c'est tout ça. Donc si on peut réussir à transmettre des choses sympas aux jeunes femmes en leur disant, bah voilà, oui, c'est possible, on peut y arriver, c'est pas toujours facile, mais c'est pas non plus toujours catastrophique. Et puis au final, on est quand même vachement content quand on a tenu le coup. Et ben c'est génial, moi je suis très contente. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai 2 dernières questions qu'on pose toujours à tous nos invités. Qui aimeriez-vous voir pour une interview influence à votre place? Je vais vous mettre la barre très très haut. Très bien. Pas Michelle Obama? C'est jamais, hein, si un jour on aurait cette chance. Non, mais on peut aussi trouver des personnalités plus faciles d'accès. Il y a des tas de femmes qui font des choses formidables et qui gagnent à être reconnues, qui sont moins connues qu'une Michelle Obama. J'essaie de vous trouver dans mon écosystème. Par exemple, il y a une jeune femme que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout connue et qui est en train de faire un podcast génial sur les femmes et les hommes qui essayent de changer le monde d'une façon positive, d'améliorer le monde. Elle s'appelle Delphine Darmon. Bon, en tout cas, ce serait un plaisir de la recevoir au Crayon. Et la dernière question, nous, notre slogan, c'est « Trace tes contours ». Donc, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la phrase « Trace tes contours ». En fait, il faut tracer son contour d'une façon élastique. C'est-à-dire que son contour, il ne faut pas qu'il soit limité d'une façon rigide. Il faut qu'il puisse être augmenté. Il faut augmenter son contour. C'est un peu ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois quand on développe un nouveau projet, on se dit oh là là, je vais jamais y arriver et tout. Et puis finalement, on se rend compte que en y allant, en le faisant, si, on y arrive en fait. Et du coup, on augmente son contour, on augmente son périmètre. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça vous grandissez en fait en augmentant votre contour. Je pense que c'est un peu ça l'idée.
C'est une très bonne réponse. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Anne-Cécile. Merci. D'être venue au Crayon et j'espère qu'un jour, l'égalité homme-femme sera vraiment présente dans notre société. J'espère. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renoncer, même si c'est très long. Ça progresse quand même, mais voilà, c'est encore long, c'est pas encore gagné. Mais on y croit. On y croit. Bon, en tout cas, c'était Sixtine pour le Crayon et merci de nous avoir regardés. À bientôt.